Bienvenue dans Politicien, votre rendez-vous politique hebdomadaire. Qui sera le futur président du Ghana? Nul ne le sait pour l'instant. Ce qu'on sait en revanche, c'est que 7 candidats sont en lice pour le scrutin prévu le 7 décembre 2016. 7 candidats parmi lesquels le président sortant John Dramani Mahama qui brigue un second mandat. Quel bilan pour ce dernier? Qui sont ses principaux opposants? Et quel est le principal enjeu de cette élection? Eh bien, nous en parlerons avec nos invités. À ma droite, Karine Oriot, bonjour. Bonjour Adela. Vous êtes journaliste, ravie de vous retrouver une fois de plus sur ce plateau. Merci. Avec nous également, comme invité, à Monsieur Oumar Ba, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et Monsieur Basten Moubamba, bienvenue à vous sur ce plateau. Merci. Le président ghanéen John Dramani Mahama, 58 ans, se présente au scrutin présidentiel de 2016 sous la bannière du Congrès national démocratique. Mais quel bilan peut-on dresser de son mandat qui s'achève? Je vous propose de regarder ensemble ce sujet dit de Mirabel Bissou et on en parle juste après. Le bilan du président John Dramani Mahama est essentiellement économique. Une économie marquée par une croissance au ralenti, un fort accroissement de la dette et une dépréciation de la monnaie locale. Pourtant, c'est sans surprise que le président ghanéen John Dramani Mahama a été désigné à 95,1% candidat de son parti, le National Democratic Congress, NDC. À 56 ans, il briguera un second mandat à l'élection présidentielle du 7 décembre 2016. 4 ans après son arrivée au pouvoir, le président ghanéen John Dramani Mahama fait toujours des mécontents. Les mauvaises décisions administratives prises par certains responsables gouvernementaux ont rendu plus difficile le quotidien du citoyen ghanéen. Or, il est déjà surchargé avec les impôts et n'en peut donc plus. Il faut le reconnaître, la situation est catastrophique. Le gouvernement actuel, le National Democratic Congress, veut continuer tout ce qu'il a commencé et je pense qu'il va être très contesté. Nana Akufo-Addo du New Patriotic Party veut aussi lutter contre la corruption et rehausser l'économie nationale. Pourtant, pendant sa campagne électorale en 2012, le candidat du National Democratic Congress NDC, John Dramani Mahama, avait promis de poursuivre le Beta Ghana Agenda, un programme destiné à améliorer les conditions de vie des Ghanéens lancé par son prédécesseur, Feu John Evans Atta Mills. Le pays traverse depuis 2 ans une zone de turbulence économique. La chute du cours de l'or et du pétrole, première source de devises dans le pays, ainsi que le rachat d'actifs lancé par la Réserve fédérale américaine, avait fait perdre au Ghana Cedi plus de 40% de sa valeur vis-à-vis du dollar américain. Aujourd'hui, on vous dira que le taux du dollar est très élevé, alors que les produits coûtent plus cher. Le gouvernement doit faire quelque chose pour stabiliser le cours du dollar. Au Ghana, selon les autorités, la croissance économique s'élèvera à plus de 8% en 2017 contre 4,1% en 2016. Cependant, pour les observateurs, l'atteinte des objectifs de croissance en 2017 va dépendre de la capacité du pays à diversifier les ressources de son économie. Une des réalisations à mettre à l'actif du président John Mahama pendant son mandat, la consolidation du secteur privé avec pour corollaire plusieurs centaines d'emplois créés. Le gouvernement a la responsabilité de promouvoir les petites et moyennes entreprises. Les grandes économies au niveau mondial ne sont pas favorisées par les gigantesques firmes. Ce sont les PME, les petites idées qui font l'économie. Les restaurants, les boutiques, les artisans, les boulangers, ce sont eux qui font la force de l'économie. Pour stabiliser l'économie, le président John Mahama s'était alors empressé de demander en août l'aide du Fonds monétaire international. Mais la énième augmentation des prix de l'eau et de l'électricité en 2014 de 6,1% et de 12,09% respectivement a amené le principal parti de l'opposition, le National Patriotic Party NPP, à avancer ses pions sur l'échiquier politique national depuis 2 ans. Alors Karine, avant de se pencher sur le bilan, peut-être déjà s'intéresser à la personnalité du président John Dramani Mahama. Comment est-il perçu par le peuple ghanéen? Alors je pense qu'au cours de ce mandat, même si effectivement il a subi un certain nombre, il a été décrié par l'opposition parce qu'il y a eu le gros scandale de la corruption, c'est quelqu'un qui était très très proche du peuple. Il a une formation de communicant, il a occupé un poste d'ailleurs qu'il a mené plus tard au ministère de la Communication. C'est quelqu'un qui était plutôt très bien, qui a été député, qui sait ce que c'est que la proximité avec le peuple.
tout allait bien, sauf que en tant qu'homme politique et en tant que chef d'État, il n'a pas répondu aux attentes du pays. Justement, Monsieur Bah, quelle appréciation faites-vous de l'action du président John Dramani Mahama à la tête du Ghana? J'ai une appréciation assez mitigée globalement, parce que si on regarde très bien les grands indicateurs macroéconomiques sur lesquels il veut s'appuyer pour mener sa campagne électorale, on se rend compte que globalement, le président sortant a un bilan très très mitigé. Je vais prendre deux indicateurs majeurs. D'une part, 60% de déficit budgétaire et d'autre part, 40% de dépréciation de sa monnaie. Ce qui veut dire que, du point de vue de la courbe de l'affaire, si vous pondérez le budget en déficit public de 0,5 sur une échelle de 1, vous êtes dans une logique où vous avez des difficultés de faire une relance keynésienne. Et donc, à partir de ce moment-là, il perd la relance keynésienne, il lui reste quoi? La relance monétaire. Mais puisque la monnaie elle-même est subie par des dépréciations plus une inflation assez galopante, il va sans dire qu'il ne peut plus maîtriser également la relance, monétaire. Et donc, n'ayant ni l'une ni l'autre, il est condamné à subir aujourd'hui le choc de la chute du baril de pétrole dans le monde et d'autre part du cacao et de l'économie de rente. Pourtant, justement, pour se défendre, le président John Dramani Mahama s'appuie sur son bilan pétrolier. Qu'est-ce qui finalement a été fait dans ce domaine? Oui, dans ce domaine, il a fait quelques avancées en diversifiant un peu les acteurs, n'est-ce pas, expatriés qui exploitent le pétrole dans son pays. Parce que si vous regardez très bien, parmi les majors, vous avez des majors occidentaux, mais aussi vous avez aussi les Chinois qui sont présents. Ce qui veut dire que les Chinois amènent une manne financière assez fraîche qui permet ainsi de doper un peu l'exploitation pétrolière. Donc, pour compenser le déficit en termes d'exploitation, il a fallu mettre une quantité disponible de pétrole suffisante. Ce qui veut dire que, en termes très clairs, aujourd'hui, il est en train de redresser un peu la pente puisqu'on va vers une projection de 8% du PIB. C'est assez intéressant en termes de croissance, mais le panier de la ménagère souffre encore. Alors, M. Boumba, on l'a dit, un bilan plutôt mitigé sur le plan économique, mais qu'en est-il du plan politique? Quels sont ses acquis? Alors, Monsieur Mahama, effectivement, jouit, disons, comme vous l'avez si bien rappelé, en fait, d'un soutien politique assez national. Ce qu'on peut remarquer, c'est que contrairement, effectivement, à ses prédécesseurs, par exemple, disons, le président Jerry Rawlings ou même également John Kufuor, qui eux effectivement étaient issus ou sont issus de deux ethnies assez majoritaires du Ghana, Ewe et Ashanti, on se rend bien compte effectivement que le discours politique effectivement de M. Mahama s'inscrit dans une logique d'unification effectivement du Ghana. C'est-à-dire que contrairement par exemple à M. Rawlings qui, disons, avait structuré, disons, l'administration de ce pays autour, bien sûr, de l'ethnie Ewe, son ethnie d'origine, on se rend bien compte effectivement que sous la gouvernance de M. Mahama, il y a une composition pluriethnique même, disons, des postes de pouvoir en fait. Karine, il est vrai que le Ghana jouit d'une certaine stabilité politique et fait même figure d'exemple quand on parle de démocratie en Afrique. Oui, alors ce sont des efforts qu'il faut saluer effectivement quand on parlait en général du Ghana et même sur le plan économique. Il y a encore quelques années, c'était présenté comme une des économies prometteuses en Afrique subsaharienne. C'était avant qu'on découvre qu'effectivement ils sont producteurs d'or noir et que certains ont commencé à crier à la malédiction. Mais je rejoins exactement ce qu'a dit Monsieur Ba tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'a pas su prendre les bonnes décisions et du coup il se retrouve un peu comme ça à faire exploser les comptes publics avec les dettes et les finances publiques, quoi. On a vu dans le reportage, pour se défendre encore une fois, le président John Dramani Mahama met en avant les récents projets de développement. Monsieur Ba, est-ce que ces projets finalement n'arrivent pas un petit peu trop tard, alors qu'on est à la veille de l'élection présidentielle? Oui, mais vous savez aussi quand on
va à une élection présidentielle, on y va seul certes, mais avec un idéal, un projet, un rêve national, un roman national. Et dans ce roman national aujourd'hui, puisqu'il y a une sorte de début de reprise de l'économie mondiale, notamment avec un joint agreement qui a été trouvé au niveau de l'OPEP, il va sans dire que les cours de pétrole sont en train de reprendre du poids de la bête. Ce qui veut dire que la projection dans le temps long peut être favorable au président Mahama. Et d'autre part, n'oublions pas que le Ghana, quoi que l'on dise, est un État démocratique libre. Et cette liberté-là fait que si vous regardez un peu les indicateurs, n'est-ce pas, de la liberté et des droits, depuis 2010 jusqu'en 2016, de 2005 même jusqu'en 2016, le Ghana est à 1, c'est-à-dire un État libre, démocratique. Et sous ce registre-là, plus l'ouverture du système aujourd'hui qui est en train de s'opérer, en plus de cela, les nouveaux projets qu'il est en train de mettre en œuvre, tout cela peut faire que l'électeur ghanéen, s'il est rationnel, peut se dire pourquoi pas continuer avec ce monsieur. Mais il faudrait qu'il y ait la bonne gouvernance. Il faudrait également que ces politiques ne soient pas fondées sur des financements exogènes seulement, parce que sinon vous renforcez la dépendance stratégique du Ghana et in fine, tout ce que vous aurez comme dividende va servir à payer l'encours de la dette. Oui, alors moi, il y a un point quand même qui est assez intéressant aussi qu'on doit soulever, c'est que le peuple aujourd'hui revendique quoi? Le Ghana connaît des crises en fait en termes d'électricité. C'est devenu un vrai problème sur le territoire qui n'a pas été résolu par ce gouvernement-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas si ce président-là qui se représente va être audible auprès de cette population qui subit, parce qu'il a promis quand il était candidat effectivement améliorer les conditions sociales, sauf que on a beau expliquer tout ce qu'on veut, il met en place des projets. La ménagère, elle, par contre, a des problèmes d'électricité et c'est très très grave au Ghana. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. On vante effectivement cette démocratie, tout va bien, sauf que sur le territoire, il y a des vrais problèmes et le problème d'électricité, celui-là, il est bien là. Monsieur Moubamba, qu'en pensez-vous? Est-ce que le parti au pouvoir saura se défendre face à une telle conjoncture? Je pense que M. Mahama, à la tête du Ghana, a subi malencontreusement, disons, toutes les difficultés liées effectivement à ces régimes qui manifestement veulent rebeloter à la tête des États. On a vu effectivement, à l'exception, disons, à l'exception de la Côte d'Ivoire, on a l'exemple tout récent de la Gambie où en fait le président sortant effectivement s'est vu lamentablement laminé par, disons, son adversaire de l'opposition. Mais on peut, disons, supputer sur effectivement une victoire du président sortant, peut-être sur la base de circonstances atténuantes, pourquoi pas. Mais moi, je voudrais revenir un tant soit peu, parce que quand on parle effectivement de macroéconomie et même également, disons, de politique, disons, interne, il faut également s'intéresser à la géopolitique, parce que l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, est une région plutôt stable, même si c'est vrai que, disons, les derniers foyers de conflit sont en train, disons, bien heureusement, de s'éteindre. Mais d'un point de vue géopolitique, on peut, disons, peut-être pas déchanter sur la réussite de ce scrutin, mais peut-être être prudent quant à, disons, les tentations de déstabilisation liées tout simplement au contexte à la fois politique et économique. Ce point un peu plus tard dans cette émission. Monsieur Ba, vous parliez tout à l'heure de bonne gouvernance. Le président ghanéen est justement accusé régulièrement par l'opposition de corruption. Qu'en est-il et surtout, est-ce que ces accusations sont justifiées finalement? Je ne sais pas, je ne saurais vous dire. Je ne suis pas un secret de Dieu puisque je n'ai pas accès au dossier. Mais ce que je peux tout simplement dire, c'est que ce n'est pas une bonne chose lorsqu'on vous accuse comme ça de façon gratuite. Mais c'est de bonne guerre, souvent politique, notamment dans nos pays, à défaut d'avoir un programme alternatif crédible qui permet de mettre à mal les propositions de l'activité concrète de la majorité. L'opposition souvent se complaît à faire des accusations qui peuvent être crédibles, mais parfois qui ne sont pas très crédibles. Donc je crois que globalement, il faudrait que des deux côtés, que l'opposition se prépare à pouvoir accéder au pouvoir, en ayant des programmes qui puissent tenir la route, alternatifs,
pour donner la pluralité de choix aux électeurs, et que d'autre part, que la majorité qui exerce le pouvoir également s'ouvre à l'opposition et entende ses critiques. Je crois que si cela est fait, on peut trouver des mécanismes de transition pacifique du pouvoir qui pourraient réussir pour le bonheur des Ghanéennes et des Ghanéens. Karine, vous n'avez pas l'air d'accord. Non, je ne suis pas d'accord parce qu'il y a quand même 20 juges qui ont dû démissionner après ce scandale de corruption. Absolument. Et puis, par ailleurs, il y a eu une affaire justement concernant une voiture qui a été offerte au chef d'État. La corruption, elle est bien réelle. Je pense qu'on ne peut pas balayer d'un revers de la main le problème de la corruption, justement, et que ça, malheureusement, je pense que l'opposition, d'ailleurs, a bien fait de dénoncer, même si, effectivement, on a l'habitude de fustiger l'opposition en disant qu'ils n'ont pas de programme solide et qu'ils cherchent toujours à accuser, ils ont bien fait de mettre le doigt sur quelque chose qui mine le pays et que, d'ailleurs, cette histoire, je pense que ça va se jouer, justement, le peuple ghanéen décidera au regard de ces différents scandales qui ont eu lieu sur la corruption. Monsieur Moubamba, votre point de vue sur ces affaires de corruption? Mais écoutez, en fait, il est de fait notoire que, disons, la corruption est le péché structurel des jeunes États africains. Donc, je ne pense pas que le Ghana fasse école en ce qui concerne effectivement ce procédé, mais on espère, bien sûr, tout en croisant les doigts, que cette question ne viendra pas empiéter la fiabilité du scrutin. Monsieur Ba, en 2012, le président Mahama a promis de poursuivre le Better Agenda. C'est un programme qui est destiné à améliorer les conditions de vie des Ghanéens. Que reste-t-il finalement de ces promesses? Bon, il reste toujours la faisabilité parce que ce sont des programmes qui sont dans le prolongement du programme 2020 qui a été lancé par Jerry Rawlings bien avant lui. Et que globalement, dans ces programmes-là, là où le bas blesse, c'est la même problématique qu'on retrouve également dans les pays africains francophones avec la problématique de l'émergence, etc. Tous ces plans-là sont bâtis sur un apport exogène de financement extérieur. Or, si cela est fait, et généralement, qu'est-ce que les investisseurs font? Ils investissent dans les secteurs prioritaires. Mais à très court terme, s'ils ne voient pas trop de visibilité, ils rapatrient leur devise. Et ce qui fait une fuite de capitaux et dérégule la balance des paiements in fine. Or, que ce soit dans nos pays ou au Ghana, la même problématique, elle est là, elle est casuistique, elle est systémique, elle est structurelle. Merci, monsieur Ba. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de Politicia. Tout de suite.